Bonjour à tous. Donc effectivement, la dimension culturelle des ressources humaines, évoquer la culture d'une entreprise, c'est faire appel certes à son histoire, mais aussi à l'organisation, au management, aux valeurs, aux convictions partagées ou dont on souhaite qu'elles le soient. Évoquer la culture d'une entreprise, c'est convoquer la logique collective, le destin commun et le sens partagé. En partant de cette approche ou de ce postulat, quelle fonction dans l'entreprise peut être plus collective que les ressources humaines dont les défis multiples se rassemblent autour d'un seul, faire travailler des personnes ensemble? Après tout, les relations humaines dans l'organisation relèvent un défi quotidien qui est de faire vivre ensemble toute la journée des personnes qui n'ont pas choisi de vivre ensemble toute la journée. D'être ensemble plusieurs heures par jour. Déterminer quel est l'équilibre subtil qui consiste à leur faire accepter cette réalité, à la rendre compatible individuellement et collectivement avec les aspirations des hommes et des femmes et les attentes légitimes de l'organisation, qu'elles soient économiques ou pas. La culture d'entreprise n'est donc pas une donnée statique. Elle peut être symbolisée par une charte, un modèle de valeurs, des rites, mais fondamentalement, elle ne peut être que mouvante dans le sens du mouvement. Elle est en effet soumise à nombre de forces externes, comme évoqué ici, l'intergénérationnel, l'organisation du travail, le dialogue social, la transformation digitale, la conception du client, les comportements des concurrents, les orientations des dirigeants, les évolutions des marchés ou même de l'actionnariat. La culture d'entreprise est un pivot autour duquel tournent tant d'éléments que la conserver relève du défi. Elle fait aussi partie intégrante des éléments de réassurance interne en période de transformation et peut jouer le rôle de bouée de sauvetage aux réfractaires du changement, inquiets de projets qui remettraient en cause leur culture ou ce qui croit être le fondement de leur entreprise. Elle peut aussi être fort utile aux porteurs du changement, car elle permet de s'y accrocher comme un élément de permanence protecteur pour ne pas aller trop loin dans la perturbation. La remise en cause de la culture d'entreprise est parfois même utile pour démontrer la pertinence du changement proposé par rapport à sa culture initiale. Le rapport parfois rationnel peut être irrationnel avec la culture d'entreprise à qui on fait jouer tous les rôles, certains allant même à l'autoproclamer immuable et à soumettre au procès de la trahison ceux et celles qui changent et font évoluer. Pourtant, pour exister et pour se différencier, une culture d'entreprise doit être vivante car elle traduit dans le temps une part de la dynamique d'organisation, de son innovation comme de sa modernité ou de son adaptation. Édouard Malo-Henry, DRH du groupe Société Générale bien connu, a une jolie formule: la fonction RH s'occupe du vivant dans l'entreprise. Dans le monde tout digital que certains semblent préparer, appeler de leurs vœux ou redouter, je trouve que cette affirmation résonne et fait porter une responsabilité sur les ressources humaines. Partant de là, que le DRH impacte sur la culture d'entreprise est une évidence, parce qu'il a en charge ses acteurs principaux, parce qu'il a en responsabilité le fonctionnement des relations humaines, leur constance comme leur bienveillance, leur efficacité comme leur coût dans une entreprise. Comme tout collaborateur, il est un acteur de cette culture. Mais comme dirigeant, il en est aussi le dépositaire, le défenseur, bien que parfois perçu comme l'un de ceux qui la remettent en question au gré des projets de transformation qu'il porte ou qu'il défend par fonction. À n'en pas douter, les relations humaines sont donc affaires de culture parce qu'elles la créent. Elles la modifient, la font grandir, la font changer, et si l'on n'y prend pas garde, elles peuvent la détruire. Peut-on dès lors considérer que la manière de gérer les relations humaines oriente ou influence la culture ? À cela, il faut sans doute répondre par l'affirmative, mais de manière diffuse et partagée. Bien évidemment, une culture ne se décrète pas. Elle peut éventuellement se décrire, mais peut-elle s'écrire ? Si oui, ce serait sa fin, car elle deviendrait un objet statique, désincarné, une sorte de dogme destiné à être respecté et non à évoluer. Par nombre de décisions, la fonction ressources humaines influe sur la culture directement ou indirectement. Par exemple, le choix d'un dirigeant, l'orientation de management, le modèle de dialogue social, la stratégie de compétences, le volontarisme sur les évolutions de carrière, la préférence à l'interne, la promotion par le terrain, l'enrichissement par l'externe, la formation, la communication interne. Tous ces éléments, consubstantiels des relations humaines, car ils les fondent ou les organisent, impactent sur la culture d'entreprise puisqu'ils concernent ses acteurs.
Multiples sont donc les décisions que le DRH prend sur la base de sa fonction stratégique et qui vont impacter, modeler et même parfois changer la culture d'une organisation. Ne pas tenir compte de certaines réalités culturelles d'entreprise peut d'une part réduire l'efficacité d'une décision économique, mais aussi tordre certains principes ancrés dans l'inconscient collectif qui pourraient provoquer un cabrage du corps social, plus par incompréhension que par attachement à un corpus de règles non dites et immuables. Est-ce à dire que l'exigence économique s'oppose au respect de la culture d'entreprise? Évidemment non, pas plus, cher Pierre Loire, que la direction financière ne s'oppose à la direction des ressources humaines. C'est une approche complémentaire qu'il faut privilégier, car rien ne serait pire que d'opposer culture d'entreprise et performance. Ce serait servir l'argument des opposants structurels à la transformation nécessaire. D'ailleurs, faire évoluer la culture d'une entreprise par une politique RH peut se révéler un juste relais d'une stratégie business. L'exemple le plus parlant est évidemment la recherche éternelle d'une culture client-centrique. Chacun a ou aura à répondre à cet enjeu. Il faut renforcer, changer, instaurer, imposer une culture client. Qui ne l'a pas entendu? La machine interne se met alors en marche. Assez rapidement, on tombe sur des questions de formation, de recrutement, de dynamique managériale, de communication interne, d'impulsion collective, autant de leviers d'action qui relèvent de la fonction RH. La reconnaissance comme l'évolution d'une culture d'entreprise ne saurait donc être qu'un temps long et parfois même imperceptible, qui se construit dans le temps sans pouvoir affirmer à un moment ou à un autre que ça y est, nous avons une culture d'entreprise et nous l'avons rénovée. Elle a nécessairement une part de tradition orale, la référence à certaines personnes qui ont marqué l'organisation par leur qualité, leur management, leur personnalité, leur choix. Après tout, la culture d'entreprise ne s'apparenterait-elle pas aussi au roman d'entreprise, à l'instar des nations et de leur propre roman national? Au final, si les relations humaines ne sont pas à l'origine de la culture, elles fondent son évolution et sa traduction perceptible. Elles en sont le dépositaire parce qu'elles en sont le lien comme le moyen d'expression.